Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis François Starck, médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Bordeaux et responsable de l'unité soutien-douleur et du centre de ressources en hypnose et méditation. Je tenais vivement à remercier le CHU de Bordeaux et son directeur général, M. Bubien, ainsi que la librairie Mola, qui me donne l'opportunité de parler ce soir d'hypnose et méditation dans le contexte médical. Je remercie également l'Agence des interprètes en langue des signes française qui vont m'accompagner durant cette conférence. Alors, avant de commencer et d'aborder plus spécifiquement l'hypnose et la méditation, je voulais reposer le cadre, le contexte de cette médecine dite intégrative. Médecine intégrative, sous ce terme, en fait, on regroupe l'intégration dans le parcours de soins d'un patient de pratiques issues de la médecine conventionnelle et de pratiques complémentaires les plus adaptées à chaque patient. Elle tient compte en fait de la personne dans sa globalité, corps, esprit, émotions, son mode de vie, son environnement également, et va permettre une prise en soin personnalisée où la relation thérapeutique est au premier plan. Alors derrière le terme pratique complémentaire ou thérapie complémentaire, en fait, ce sont des méthodes à visée préventive ou thérapeutique qui vont agir en complémentarité avec d'autres méthodes validées et sur d'autres cibles que celles-ci. Et parmi ces méthodes complémentaires, certaines, comme l'acupuncture, l'hypnose, la méditation de pleine conscience, ont fait l'objet de travaux de qualité et sont aujourd'hui couramment utilisées. Il ne faut pas mélanger thérapie complémentaire et thérapie alternative. Il faut vraiment bannir le terme thérapie alternative et vraiment faire attention à toutes les approches qui n'ont pas fait l'objet d'études ou qui s'y refusent. Vous entendrez parler de médecine douce, naturelle, médecine parallèle, médecine alternative. Attention, ça peut être pour un confort, ça peut être très bien, mais il y a des dangers potentiels, des pertes de chance, des retards de traitement, des refus de soins, des errances thérapeutiques également avec ce type de pratique. Et puis on peut très vite tomber également dans le charlatanesque, voire dans les dérives sectaires avec ce type de pratique. Donc on est vraiment dans un cadre là de médecine intégrative, de thérapie complémentaire. Et aujourd'hui, il y a même un cadre universitaire à ce type de pratique. Il y a un collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires dont je fais partie. Et nombreuses facultés de médecine aujourd'hui proposent des diplômes universitaires reconnus en hypnose, en méditation et dans d'autres pratiques. Et même pour la première fois, en 2021, les principes de médecine intégrative ont été intégrés dans le programme national de médecine et les premiers cours obligatoires concernant cette médecine intégrative et les pratiques complémentaires vont être enseignés au cours de ce semestre. Alors donc c'est dans ce cadre que je voulais aborder ce soir deux exemples de thérapie complémentaire, l'hypnose médicale, hypnose clinique et thérapeutique, et la méditation de pleine conscience. Alors, je vais commencer par l'hypnose, et d'abord, là aussi, redéfinir ce concept d'hypnose médicale, car derrière ce mot hypnose, on se cache en fait des tas de représentations très différentes, et on est souvent obligé de repréciser avec le patient ce que l'on entend par hypnose médicale. Hypnose, on le retrouve un peu partout. Moi, je suis de la génération Tintin où Hergé était un fan de ces médecines parallèles et on retrouve dans plusieurs de ses albums des séances d'hypnose. Vous connaissez tous Mowgli et le serpent de Kar. Il y a de la publicité qui utilise le mot hypnose, et puis à la télé, et souvent on est obligé d'ailleurs de repréciser ce contexte. Vous connaissez peut-être le Mesmer qui non seulement donne des spectacles et assure un certain nombre d'émissions télé comme Stars sous hypnose. Et les patients, des fois, viennent nous voir en nous demandant « mais vous n'allez pas faire la même chose qu'à la télé avec Mesmer ?» Non, on est bien sûr obligé
obligé de recadrer, bien sûr, ces pratiques. En fait, l'hypnose telle qu'on la pratique, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une hypnose entre le praticien et le patient dans un cabinet. Ça peut être l'hypnose au bloc opératoire, en complément d'une sédation. Ça peut être l'hypnose pour préparer des patientes, comme je le fais avant l'accouchement, et pour les accompagner pendant l'accouchement. C'est ça aujourd'hui l'hypnose médicale. Alors ce terme hypnose, alors c'est d'abord une technique très ancienne. On retrouve même chez les pharaons des descriptions de séances apparentées à la pratique de l'hypnose, également dans la Grèce antique. Mais c'est surtout à partir du XVIIIe siècle, sous Louis XVI d'abord, un médecin autrichien, Franz Anton Mesmer, et le Mesmer que l'on connaît aujourd'hui, avec 2 S, a pris son nom de scène en hommage à ce médecin autrichien. Et ce médecin autrichien qui était venu à la cour, à Paris, a élaboré et a fait sa thèse sur le magnétisme animal avec la théorie d'un fluide thérapeutique entre le praticien et le patient. Et il a élaboré toute une théorie assez fumeuse. Il a été d'ailleurs chassé à la suite d'une enquête par l'Académie des sciences et retourné en Autriche. C'est en fait un chirurgien écossais, c'est James Braid, qui pour la première fois a utilisé le mot, alors c'était pas le mot hypnose, mais c'est tout proche, c'était le mot hypnotisme, où il avait bien décrit ce sommeil nerveux pour lui après focalisation d'un point lumineux, et avait réalisé un certain nombre d'interventions également, de petits gestes sous hypnose. Ça, c'était en Écosse. Et en France, donc au XIXe siècle, ce sont des médecins français célèbres, Velpeau, Eugène Azam, qui est un Bordelais, Broca, qui ont permis la diffusion des travaux de James Braid en France. Eugène Azam, qui est un Bordelais, médecin célèbre bordelais, qui a pour la première fois élaboré la théorie autour des personnalités multiples. Et il avait rapporté avec Broca devant l'Académie des sciences en 1859, vous voyez, la première intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie hypnotique. Puis ensuite, il y a eu à la Pitié-Salpêtrière Charcot, et cette peinture d'André Brouillet est célèbre, où on voit Charcot qui est capable d'induire, de reproduire une hystérie par la suggestion chez ses patientes, comme ici, là, dans ce tableau. Finalement, il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour voir élaborer l'hypnose que l'on pratique aujourd'hui. Et c'est un Américain, c'est Milton Erickson, qui a posé les bases de l'hypnose moderne que l'on pratique aujourd'hui. C'est un médecin là qui a appliqué d'abord sur lui-même, pour ses propres souffrances, des techniques d'auto-hypnose, et ensuite appliqué à ses patientes. Et la révolution, comparé à tout ce qui existait avant et tout ce que fait le Mesmer dans ses spectacles, qui sont des suggestions directes avec une certaine autorité permettant de prendre le contrôle du patient, c'est tout l'inverse avec Milton Erickson, travaillant avec des suggestions indirectes, des métaphores pour contourner les résistances des patients. Et il avait défini l'hypnose comme un outil pour mobiliser les ressources internes du patient et lui donner un rôle actif dans sa prise en charge. Vous voyez, on est en plein dans cette médecine intégrative. Donc ça, c'était aux États-Unis. Et en France, ce sont des médecins, Léon Chertok, le père de la médecine psychosomatique, puis plus près de chez nous, François Roustan, qui était psychothérapeute, psychanalyste et philosophe, qui a permis de développer cette hypnose ericksonienne en France. Et François Roustan a été le premier à parler, à essayer de définir cette hypnose qui n'est pas un sommeil. Et je renvoie à la conférence de Pierre Philippe. L'hypnose,
malgré le terme qui est consacré, ce n'est pas du sommeil. On a sous hypnose une activité cérébrale très intense. Et François Roustan parlait d'état de veille paradoxal, un peu le contre-pied du sommeil paradoxal. Donc, aujourd'hui, on essaie de définir cette hypnose médicale. Alors, vous trouverez les termes état de conscience modifié, état de veille paradoxal. C'est en fait un état banal, un état naturel que l'on peut vivre tous les jours. Vous savez, quand on est dans la lune, quand on rentre chez soi en voiture sans s'apercevoir du chemin que l'on a parcouru, quand on commence à lire un livre et que l'on part dans ses pensées, quand on est enfant, regarde un dessin animé à la télé, enfermé dans cette bulle, ce sont tous des états hypnotiques. Alors, on a essayé de donner une définition scientifique rigoureuse à cet état hypnotique et les Américains définissent cet état comme un état de conscience caractérisé par une focalisation de l'attention qui contraste avec une réduction de l'attention à notre environnement et, c'est ça qui est important, une capacité accrue aux suggestions du thérapeute. Et derrière cette définition, aujourd'hui, on a en neurobiologie un certain nombre de travaux, et notamment grâce au progrès de l'imagerie fonctionnelle, on connaît les différentes parties du cerveau qui vont être modifiées par une séance d'hypnose. Et si on résume le fonctionnement cérébral dans 3 grands réseaux, ce que l'on appelle le réseau de science qui permet de capter, de hiérarchiser les informations, puis le réseau exécutif qui va permettre d'effectuer une tâche, et au contraire, on a ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. C'est ce que fait le cerveau quand on ne fait rien, quand il n'y a pas de tâche particulière, et j'y reviendrai tout à l'heure avec la méditation. Eh bien, on montre que sous hypnose, il y a une modification des relations entre ces 3 grands réseaux. Alors, j'aime mieux, moi, une définition plus poétique, et Milton Erickson écrivait « L'hypnose, c'est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne et qui est suscitée par la chaleur d'une autre personne. » Alors, il y a différentes façons de pratiquer cette hypnose. Ça peut aller de la simple hypnose conversationnelle, où on fait de l'hypnose sans le dire, et aujourd'hui, on apprend les soignants à utiliser ces techniques de communication. Et puis sinon, vous avez l'hypnose formelle ou la transe hypnotique. Et en fait, l'objectif final, c'est de donner aux patients des ressources et c'est de développer ses capacités d'auto-hypnose. Cette hypnose, elle peut être pratiquée soit comme approche unique, soit le plus souvent comme approche complémentaire dans le cadre de cette médecine intégrative. En termes de communication hypnotique, d'hypnose conversationnelle, vraiment l'hypnose, et c'est ce que l'on apprend, est un art de communiquer. Et on peut utiliser les mots pour soigner des maux. Ça va de la simple communication dite positive. Attention aux mots que l'on utilise devant un patient, par exemple. Et puis, progressivement, on peut aller vers une communication hypnotique, une hypnose conversationnelle, utilisant le langage verbal et le pouvoir des mots, le langage non verbal, l'attitude que l'on a simplement face au patient, et puis des techniques de distraction. Je vous montre très peu d'études, mais une étude récente qui a été publiée, c'était en fin 2019, étude toute simple, mais c'est une des rares études qui montre l'impact de l'hypnose conversationnelle, de la communication hypnotique. C'est le simple geste de poser une voie veineuse pour faire une prise de sang, si vous voulez. Et plusieurs groupes, il y avait 300 patients randomisés en différents groupes. Et dans un des groupes, on utilisait des techniques de communication hypnotique. Vous savez, il faut bannir les termes comme « attention, je vais vous piquer », où vous focalisez l'attention du patient sur le geste. Il faut faire tout l'inverse, en fait. Et donc, utiliser des mots positifs, détourner l'attention, eh bien, on montre que dans le groupe qui a bénéficié de ces techniques, significativement, la douleur et l'anxiété liées au geste étaient significativement diminuées.
Alors ça, c'est de l'hypnose conversationnelle qui est facile à mettre en œuvre. Et puis sinon, il y a ensuite la séance d'hypnose formelle, telle qu'on peut la faire en cabinet ou au bloc opératoire, par exemple. Et là, vous avez toute une séquence avec différentes étapes où on va commencer par focaliser l'attention du patient, le recentrer sur soi-même. Et c'est à partir de là où on peut élargir cette conscience et le rendre réceptif aux suggestions que l'on va faire, lui ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux horizons, et notamment pour la prise en charge de pathologies chroniques. Alors en matière d'impact thérapeutique, l'hypnose a fait l'objet de nombreuses évaluations. Il y a eu un rapport de l'INSERM, c'était en 2015. Il y a eu un rapport de l'Académie nationale de médecine. Et puis, la littérature scientifique est analysée régulièrement. Et le groupe Cochrane a fait un certain nombre d'analyses en termes d'evidence-based medicine, montrant l'intérêt de l'hypnose dans un certain nombre d'indications. Ces indications, vous voyez, sont nombreuses. Il y a tout ce qui touche autour de la douleur, l'anxiété, mais également certaines colopathies fonctionnelles comme le syndrome de l'intestin irritable, le sevrage tabagique, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil également, certaines affections dermatologiques. Dans toutes ces situations, on a des travaux scientifiques qui montrent un intérêt potentiel de l'hypnose. Alors, je ne peux pas les passer en revue, c'était juste pour vous donner quelques indications. Je voudrais juste insister sur la douleur. L'hypnose et la douleur aiguë que l'on utilise là de plus en plus fréquemment et aux urgences au CHU de Bordeaux, l'hypnose est pratiquée quotidiennement pour des tas de gestes. Vous avez un certain nombre de douleurs procédurales, des sutures, des ponctions, réduction d'une luxation d'épaule qui peuvent être réalisées sous hypnose. L'odontologie également, l'obstétrique, comme je vous le disais, et puis au bloc opératoire, quand on est à même de prendre en charge la douleur par une anesthésie loco-régionale ou en utilisant des sédatifs analgésiques, mais à des doses beaucoup moindres, c'est-à-dire sans endormir le patient, sans réaliser une anesthésie générale, avec l'accompagnement par hypnose, on est capable de réaliser un certain nombre d'interventions. Et là encore, on a des tas de travaux dans la littérature sur des volontaires sains qui montrent que sous hypnose, c'est ce que vous avez ici en violet, pour une même stimulation douloureuse chez des volontaires sains, stimulation ressentie comme douloureuse habituellement, avec une échelle de 6-7 sur 10, on est capable de réduire de moitié et de tomber à 3 sur 10 le ressenti de la douleur sous hypnose, avec des corrélats neuroanatomiques et on montre une diminution de l'activité dans le cortex somatosensoriel, par exemple, des patients sous hypnose au cours de la stimulation douloureuse. Également, toujours dans cette douleur aiguë, l'hypnose est très intéressante pour préparer un patient qui peut avoir des craintes, des phobies particulières avant une intervention, et ce que l'on appelle l'anxiété, la peur anticipatoire. J'ai peur d'avoir mal. Et on sait que le ressenti de la douleur chez ces patients sera encore plus élevé. Et là, l'hypnose, dans cette prévention, est également intéressante. Ça peut être quelques semaines avant la chirurgie, avant l'accouchement. C'est ce que l'on fait aussi au CHU de Bordeaux. Et on va donner aux patients là, des ressources pour pouvoir utiliser l'auto-hypnose le jour J. Et puis, toujours dans la douleur, pour terminer, c'est ce qu'on appelle la douleur chronique, beaucoup plus compliqué comme prise en charge, et c'est des patients qui vont relever d'une prise en charge multidisciplinaire, notamment dans des centres d'études et de traitement de la douleur. Et l'hypnose fait partie des thérapies complémentaires que l'on peut proposer à ces patients. Il faudra alors plusieurs séances d'hypnose formelle pour donner aux patients de nouvelles ressources, modifier ses rapports avec sa douleur, lui apprendre à la gérer autrement. Et là aussi, c'est favoriser l'autonomie avec l'apprentissage de l'auto-hypnose. Vous voyez, donc, pour terminer cette première partie,
L'hypnose est une méthode non médicamenteuse qui est efficace dans différentes situations et elle peut être utilisée seule ou en complément d'autres traitements. Et vraiment, son objectif, c'est de mobiliser les ressources internes du patient, participer à lui donner un rôle actif dans sa prise en charge. Puis on parle bien là d'hypnose médicale, clinique, thérapeutique, qui doit être réalisée par des professionnels de santé dans leur champ de compétences. Voilà pour cette partie introductive à l'hypnose en quelques minutes. Et je voulais faire la même chose avec la méditation et commencer, comme tout à l'heure, par redéfinir le cadre. Méditation, de quoi parle-t-on? Parce que derrière ce mot méditation, vous avez des milliers de pratiques différentes. Ce sont des pratiques aussi anciennes que diverses. Et là aussi, vous verrez, on parle d'une méditation bien particulière. La méditation, ça a été pendant des milliers d'années une méditation comme pratique spirituelle ou religieuse, plurimillénaire, c'est 2500 ans avec le Bouddha. Dans les années 60, la méditation est arrivée en Occident avec une intégration dans le champ du développement personnel. Vous avez les Beatles ici et la méditation transcendantale, par exemple. Et puis, c'est vraiment à partir des années 80, avec la possibilité d'une exploration scientifique de ce qui se passe dans le cerveau des méditants, et puis l'arrivée d'applications au champ médical. Alors, la méditation, on parle, nous, de méditation de pleine conscience. Le terme anglais, c'est mindfulness. Il y a un effet de mode. On met de la mindfulness, de la pleine conscience un peu partout. Et aujourd'hui, on va la retrouver en éducation, dans l'entreprise, dans l'armée. Mais c'est bien plus qu'un simple effet de mode. Cette pleine conscience, je me suis amusé tout à l'heure à taper sur Google mindfulness. Vous avez 132 millions de résultats qui sortent. Et concernant la littérature médicale scientifique, dans la base de données Medline, vous avez plus de 8000 publications depuis les années 80 concernant cette pratique de méditation de pleine conscience. Alors vous avez des tas de supports qui existent. Si vous allez chez votre libraire préféré, vous avez un rayon entier consacré à ces pratiques méditatives et vous retrouvez des noms français célèbres comme Christophe André, Jon Kabat-Zinn, je vous en parlerai, Mathieu Ricard également. Et puis vous avez des tas d'applications aujourd'hui qui existent sur smartphone. Vous connaissez peut-être Petit Bambou qui avait été primé. Il y a eu une enquête qui avait été demandée par Petit Bambou fin 2020 qui montrait que 20% des Français, un Français sur 5, déclaraient pratiquer régulièrement la méditation ou le yoga. Et presque 40% ont testé cette méthode pour la première fois il y a 1 an, pendant le confinement. Alors, on parle bien de mindfulness meditation, de méditation de pleine conscience, que l'on pourrait traduire aussi par pleine présence ou pleine attention. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simple, c'est être présent à l'expérience du moment que nous sommes en train de vivre. Expérience la plus directe, sans filtre, sans jugement, sans attente particulière. On pourrait dire aussi c'est prêter une attention délibérée aux choses auxquelles nous n'accordons habituellement jamais le temps d'une pensée. Porter son attention au fait que je suis en train de parler là, devant vous, en train de marcher, etc. Et Jon Kabat-Zinn, je vais y revenir, définit cette pleine conscience comme la conscience qui émerge lorsque l'on porte de façon intentionnelle son attention et de manière non jugeante sur l'expérience du moment présent. Alors vous trouverez des tas de définitions. Je vous recommande le livre d'Emmanuel Carrère, même s'il n'a pas eu le prix Goncourt. Lisez le livre Yoga, et tout au long du livre, Emmanuel Carrère rapporte son expérience
sur la méditation, et il va égrener tout au long du livre des définitions. Ces définitions, elles sont toutes justes, toutes correctes. Il va dire la méditation, c'est tout ce qui se passe en soi pendant le temps où on est assis, immobile, silencieux. La méditation, c'est voir ses pensées comme elles sont, voir des choses comme elles sont, cesser de se raconter des histoires. C'est de consentir à ce que la vie a de contrariant au lieu de fuir. Et puis, une autre, il y en a des tas d'autres tout au long du livre. Une autre importante, c'est susciter en soi une espèce de témoin qui espionne le tourbillon de vos pensées sans se laisser emporter par elles. Et là, on est au cœur de la pleine conscience. Vous savez, le cerveau est un organe à produire des pensées. Et notamment, je parlais tout à l'heure de ce mode par défaut, quand on prend des sujets en IRM fonctionnel et quand on ne donne aucune tâche, vous n'avez rien à faire. Très vite, les pensées vont arriver, pensées, images et émotions. Et le vagabondage de l'esprit est tout à fait naturel. Il y a une étude célèbre qui date maintenant d'une dizaine d'années, rapportée dans Science en 2010, où c'était un protocole chez des volontaires qui étaient interrogés de façon impromptue et on leur demandait qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire à ce moment-là, ce jour et nuit, et si ils étaient en train de penser à ce qu'ils faisaient ou non. Et on montre que dans presque la moitié des cas, la moitié des réponses rapportent un vagabondage de la pensée, parce que toutes les activités sont concernées. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous pensez à autre chose. Et cette étude montrait que finalement, les participants se sentaient moins bien si leurs pensées vagabondent que s'ils sont présents à ce qu'ils font. C'est connu depuis longtemps. Blaise Pascal écrivait que chacun examine ses pensées, il les retrouvera toutes occupées, soit au passé, soit à l'avenir. Et nous ne pensons presque point au présent. Vous verrez, on est toujours soit dans des réminiscences du passé, soit dans des anticipations du futur, et rarement dans l'instant présent. Et cette situation s'aggrave aujourd'hui avec notre environnement. On est tous soumis à des sollicitations, des distractions de plus en plus importantes, avec l'hyperconnexion, cette hyperconnexion en fait qui nous rend de plus en plus seuls et de moins en moins présents. Et donc, vraiment, c'est ce que nous enseigne cette méditation de pleine conscience, c'est de vivre et d'apprécier le moment présent. Alors, si on rentre dans les détails et d'un point de vue plus fondamental, sur le plan neurologique, Antoine Lutz, qui est un chercheur à Lyon, qui a travaillé aux États-Unis et qui a participé à ces découvertes sur les modifications du cerveau chez des méditants, définit la méditation comme un ensemble de pratiques développant la régulation des émotions et le contrôle de l'attention. C'est vraiment un entraînement mental. Moi, je dis que la méditation est au cerveau ce que le sport, l'activité physique est au corps. C'est pareil, avec un objectif de transformation de soi, de l'expérience consciente, un objectif de bien-être durable. Et si on reprend le schéma du vagabondage de l'esprit, où à un moment donné, on va prendre conscience qu'on n'est plus là, qu'on est parti dans ses pensées, c'est peut-être le cas en ce moment, en train de m'écouter. Vous avez été peut-être perturbé par une pensée qui est apparue et peut-être que vous vous êtes laissé emporter par elle. Au moment où nous réalisons que nous sommes distraits, c'est là où nous sommes pleinement présents. C'est ce qu'est la méditation. Alors, là encore, on est dans un cadre laïque, universitaire, médical, et la méditation, ce qu'elle n'est pas, ce n'est pas faire le vide dans sa tête, ce n'est pas une absence de pensée, ce n'est pas ce que j'ai dit. On ne cherche pas à faire taire le bavardage de l'esprit. Par contre, on s'entraîne à ne pas se laisser emporter par lui, à ne pas s'engager dans les pensées. Également,
Ce n'est ni une démarche religieuse ou spirituelle. Aujourd'hui, c'est une régulation attentionnelle et émotionnelle, laïque, au-delà de toute forme de croyance. Et c'est comme ça que nous l'utilisons dans un cadre médical. Et puis, la méditation, attention, ce n'est pas de la relaxation, ce n'est pas de la sophrologie, non, c'est la prise de conscience de ces expériences intimes avec la possibilité de prendre du recul. C'est ça qui est important, et non d'atteindre un état de détente. Et d'ailleurs, certaines expériences de méditation peuvent être désagréables, douloureuses, mais justement, être capable de faire cette introspection, cette auto-analyse et la possibilité de se donner du recul de façon à répondre différemment. Alors, on connaît les effets cérébraux de la méditation. Je vous ai dit, c'est à partir des années 90, surtout, où des moines bouddhistes comme Mathieu Ricard se sont prêtés à la recherche scientifique. Et on a montré, alors ce sont des méditants experts, plusieurs dizaines de milliers d'heures de méditation, ce que l'on ne fera jamais. Mais chez ces méditants, on montre des modifications du fonctionnement cérébral. Ici, une augmentation des rythmes gamma. Mathieu Ricard dans l'IRM fonctionnel, ici avec Davidson et Antoine Dutz, on montre, mais on peut retrouver ça dans d'autres formes d'apprentissage également. On montre des changements neuroanatomiques, certaines zones du cerveau qui peuvent être plus épaissies, par exemple, etc. Et c'est le cas en particulier de ce fameux réseau du mode par défaut, où vous avez le cortex singulaire postérieur, notamment le cortex préfrontal, qui sont mis en jeu. On montre là aussi une diminution de l'activité du réseau par défaut lors d'une séance de méditation. Et donc on peut, si je reviens toujours sur cette boucle, l'esprit qui commence par vagabonder, c'est le réseau du mode par défaut. Je prends conscience, c'est le réseau de science, et je redirige mon attention vers mon point de focalisation, ça va être le réseau exécutif. Et donc on va entraîner comme ça l'esprit à cette prise de conscience de l'expérience présente. Alors j'en arrive à méditation et médecine et les applications médicales de la méditation. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver la même racine dans méditation et médecine. Et méditer, qui est emprunté au latin meditari, du verbe medere, c'est donner des soins à, même si après il y a eu la méditation réflexive, qui est une autre spécialisation du mot, mais on est vraiment ici, dans donner des soins. Et d'ailleurs, le mot sanskrit en méditation tibétaine, c'est bhavana, qui est cultivé, développé. On est vraiment dans cet entraînement mental que propose la méditation. Alors, tout comme on avait Milton Erickson pour l'hypnose, il y a un autre Américain, c'est Jon Kabat-Zinn. Alors c'est plus récent, c'est les années 80. C'est Jon Kabat-Zinn, un scientifique américain qui travaillait à la faculté à l'université du Massachusetts, qui a proposé pour la première fois un programme de méditation, un programme laïque de méditation qui intégrait à la fois des traditions orientales et les sciences occidentales avec un objectif de réduction du stress. Il a été le premier à bâtir la clinique de réduction du stress au CHU du Massachusetts, l'équivalent de notre CHU. Et à partir de là, diverses applications cliniques d'entraînement de méditation à la pleine conscience ont été élaborées. C'est le programme MBSR, c'est le programme que l'on propose le plus souvent, c'est celui que l'on réalise également à Bordeaux. Donc MBSR en anglais, c'est réduction du stress basé sur la pleine conscience. Donc c'est un programme qui se développe sur 8 semaines
avec un rendez-vous hebdomadaire, 2h30 de pratique en groupe par semaine. Et puis, vous avez des pratiques quotidiennes à réaliser, des pratiques à la fois formelles et informelles, avec l'objectif, je répète, de faire contacter aux personnes leurs capacités naturelles et leurs ressources, plutôt que leurs problématiques. Et là encore, comme l'hypnose tout à l'heure, cette pleine conscience est une qualité innée de l'esprit que l'on va cultiver intentionnellement par ces pratiques de méditation. Alors, une des premières applications de cette pleine conscience, ça a été le stress, la gestion du stress. Et là aussi, la pratique de la pleine conscience permet de prendre conscience de notre façon de réagir face au stress. Et on va apprendre à répondre au lieu de réagir de façon automatique. On remplace notre réactivité automatique, telle qu'elle a été conçue là, tout au long de notre vie, par la possibilité de donner une réponse adaptée. John Kabat-Zinn disait on ne peut pas arrêter la vague, mais on peut apprendre à la surfer. Et c'est vraiment ce que nous propose cette pleine conscience. Alors, la pleine conscience, oui, dans un cadre médical, ça va être, vous allez voir, pour des patients, mais également pour les professionnels de santé, pour les étudiants. Chaque fois que le stress est présent, et malheureusement, le stress aujourd'hui est omniprésent, et donc c'est pour tous. Au-delà du stress, la méditation a été étudiée dans diverses applications médicales, et on connaît aujourd'hui de mieux en mieux les effets. Je vous ai parlé des effets cérébraux de la méditation, mais il y a des effets extracérébraux de la méditation. Bien sûr, sur tout ce qui est la biologie du stress, réponse hormonale du stress, ça a été largement étudié, mais également un impact sur le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire et sur le système cellulaire, sur le vieillissement cellulaire. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'un certain nombre de maladies chroniques qui sont causées à la fois par des phénomènes inflammatoires, par le vieillissement biologique, le tout potentialisé par le stress, peuvent être modulés par la méditation de pleine conscience. Un travail récent, c'est assez extraordinaire, au bout de 8 heures de méditation, vous allez moduler l'expression de certains gènes. On module l'épigénétique, notamment du métabolisme et du vieillissement de cellules immunitaires. Il y a également une grande étude européenne en cours sur l'impact de cette méditation sur le vieillissement. On connaît aujourd'hui l'effet in vitro de la méditation et l'effet sur la télomérase, cette enzyme qui préserve nos chromosomes du vieillissement, qui renforce les petits capuchons là, qui sont aux extrémités des chromosomes. L'activité de la télomérase augmente par la méditation. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur le vieillissement à l'échelle du patient? On attend les résultats. Il y a une grande enquête, une grande étude qui est conduite par Gaël Châtelain, dont les résultats devraient arriver en principe en 2021, avec des résultats préliminaires. On sait que les régions cérébrales qui sont modifiées par la pratique de la méditation sont spécifiquement celles qui déclinent le plus avec l'âge. Et donc, il y a probablement un effet bénéfique de la méditation, mais attendons les résultats de cette étude. Et puis, comme je vous le disais, à partir de ce programme initial, le cœur du programme qui est le programme MBSR, il y a des tas de programmes dérivés adaptés à telle ou telle situation, telle ou telle pathologie. Vous en retrouvez en obstétrique, vous en retrouvez en douleur chronique, vous en retrouvez en psychiatrie pour la dépression. Ce sont des programmes dérivés de ce programme initial MBSR. Et comme je vous le disais, quand on regarde le nombre de publications, on a une courbe exponentielle là, depuis les années 80. On est à plus de 8000 publications référencées, d'études cliniques concernant cette mindfulness. Et on va retrouver des études sur l'impact de la pleine conscience, sur la douleur, alors de la douleur chronique, comme tout à l'heure avec l'hypnose, sur l'anxiété, sur la prévention des rechutes après dépression,
sur tout ce qui concerne bien sûr le stress et les pathologies liées au stress, mais également troubles du sommeil, troubles du comportement alimentaire, et puis des tas de maladies chroniques également, diabète, cancer, atteintes neurologiques, rhumatologie et des maladies cardiovasculaires. Alors là aussi, je ne peux pas détailler, juste je vous montre, concernant la douleur, je suis obligé de vous montrer parce que c'est la première étude par John Kabat-Zinn lui-même, publiée en 1982, sur l'impact de la pleine conscience sur la douleur chronique, où il montrait déjà à l'époque que cette pleine conscience permettait de découpler la composante sensorielle de la douleur et sa composante affective ou cognitive. Et la méditation, vous voyez, apprend à séparer la pure perception de la douleur. On ne va pas supprimer la douleur, mais on va pouvoir moduler tous ces automatismes d'angoisse, d'anticipation qui transforment la douleur en souffrance. Et là encore, plus récemment, il y a eu des travaux chez des volontaires, saints, des méditants, experts versus novices, où on montre, pour une même stimulation douloureuse, si le ressenti de la douleur est le même, par contre, le caractère désagréable est bien moindre chez les méditants que chez les novices. C'est ce que vous avez ici en rouge sur la partie droite de ce diagramme. Voilà une autre application. Alors, sur la douleur chronique, il y a eu des travaux sur la lombalgie chronique. La lombalgie chronique, on montre que des programmes MBSR font mieux que les traitements habituels. Par exemple, voilà. Et surtout aujourd'hui, notamment aux États-Unis, avec la crise des opiacés, on tend à favoriser ces méthodes non médicamenteuses dans ces situations. En maladie cardiovasculaire, chez l'hypertendu, vous vous rappelez la conférence de Philippe Goss, les programmes MBSR ont montré des avantages potentiels et l'association américaine de cardiologie recommande la pratique de méditation de pleine conscience dans un certain nombre de pathologies chroniques. Également, il y a un impact très fort d'un programme dérivé du programme MBSR, c'est le programme MBCT, qui a montré un impact très positif sur la prévention des rechutes après dépression. Et dans le Lancet, la grande revue médicale, c'était en 2015, cette étude montre que la pratique méditative avec des programmes comme le MBCT, ça fait aussi bien que de prendre des antidépresseurs pendant 2 ans en termes de prévention des rechutes. Et aujourd'hui, ces programmes sont d'ailleurs remboursés en Angleterre. J'espère que ça sera le cas bientôt chez nous aussi. Et puis, vous avez des tas d'études sur l'impact de la méditation en termes de qualité de vie chez les patients. On est vraiment là justement dans la pratique complémentaire, dans cette médecine intégrative, et notamment en cancérologie, où la pratique de la méditation va permettre de faire face au traitement, de mieux supporter chimiothérapie, radiothérapie, avec un impact positif en termes de qualité de vie, impact sur le sommeil, sur le stress, l'anxiété, la dépression également. Voilà. Et pour terminer, là j'ai beaucoup parlé des patients, mais la méditation a également un effet bénéfique chez les soignants. Et d'ailleurs, l'hypnose, la pratique de l'hypnose et la méditation peuvent être des outils pour le bien-être des soignants. Vous connaissez la problématique du burn-out chez les professionnels de santé. Jusqu'à 50% des professionnels de santé sont concernés par cet épuisement professionnel, avec forcément une détérioration de la qualité de la relation patient-soignant. Et parmi les sources principales de ce burn-out, on retrouve le stress, la surcharge de travail, le manque de reconnaissance, et surtout la confrontation à la souffrance. Et il est intéressant de montrer que ces programmes de méditation de pleine conscience, justement, vont nous donner des possibilités de mieux gérer cette souffrance de l'autre, de ne pas tomber dans la détresse empathique et souffrir avec le patient, mais au contraire de développer
des capacités de compassion, c'est-à-dire reconnaître la souffrance chez l'autre et mettre tout en œuvre pour aider l'autre. Et d'où l'importance de telles pratiques dans cette population. Et puis également, ce qui est intéressant, il y a quelques travaux qui montrent que le fait de pratiquer ces techniques, et notamment le fait de pratiquer l'hypnose, implanter l'hypnose dans un service, a des effets bénéfiques sur le bien-être des soignants. Il y a très peu de travaux. Il y a une étude là, réalisée à Lausanne, en Suisse, dans un service de réanimation des brûlés, où ils ont montré, publié que l'hypnose intégrée aux soins de ces patients brûlés avait un impact sur le niveau de stress de l'équipe soignante, avec une réduction significative du stress des soignants face à la souffrance des patients, face à la réalisation de gestes de plus en plus difficiles. Et c'est pas pour rien que le ministère de l'Éducation, c'était en 2018, qui, dans ses 15 mesures pour le bien-être des étudiants en santé, quels qu'ils soient, médecins, infirmiers, aides-soignants, préconiser la pratique, vous voyez, de la méditation de pleine conscience et de l'hypnose. Alors nous, sur le CHU de Bordeaux, on a eu cette expérience comme beaucoup d'hôpitaux avec le premier confinement. C'était il y a juste un an. Ce premier confinement, c'est la double peine pour les soignants, où le jour on est confronté à la maladie dans les services et l'afflux de ces patients. Et puis le soir, entrant à la maison, on est confronté au confinement. Et donc on a proposé, et notre équipe a proposé des séances de méditation, des séances d'auto-hypnose pour les soignants. Et on continue à développer ce type de pratique. Voilà, donc pour conclure, il y a toute une recherche très active et prometteuse dans le domaine de l'hypnose et la méditation. Des bénéfices sont confirmés dans de nombreuses situations. Je rappelle le stress, la douleur, l'anxiété, la dépression, les pathologies chroniques. Il y a des bénéfices pour les soignants eux-mêmes. Et je crois que l'impact le plus important, c'est justement de permettre de replacer l'humain au centre de la relation thérapeutique. Et pour conclure, je tenais à remercier notre directeur général, M. Bubien, qui nous a soutenus dans la création de cet institut de médecine intégrative et complémentaire. Vous voyez ce pavillon qui est au cœur de Xavier Arnauzan, où on a la possibilité aujourd'hui de recevoir des patients pour des consultations d'hypnose et de proposer des programmes MBSR de méditation, à la fois pour les patients et les soignants. Et vous avez ici en photo là une partie de l'équipe qui m'accompagne dans cette démarche. Je vous remercie.